Tout a commencé quand Éléonore avait à peu près 5 ans. Nous étions en train de faire une activité pour fabriquer des dinosaures en carton. Donc, elle fait son dinosaure, elle lui fait un corps de profil et une tête de face. Et je me suis rendu compte que si elle faisait ça, ça n'était pas intentionnel, elle ne cherchait pas à donner un mouvement particulier à son dinosaure. En fait, c'est juste qu'elle ne savait pas représenter un visage ou une gueule de dinosaure de profil. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion et je lui ai proposé que le week-end suivant, nous fassions une autre activité sur les notions de face et de profil. J'essaye toujours, quand je lui propose des activités, soit de partir de ses centres d'intérêt du moment, soit de rebondir d'une activité à l'autre pour essayer de tisser des fils et de créer des liens. Ça me facilite la tâche puisque ça éveille son intérêt. Là, le fait que nous parlions de notions de face et de profil dans l'activité sur les dinosaures, j'avais déjà acquis son intérêt et la semaine suivante, quand j'ai commencé l'activité sur justement cette notion de face et de profil, elle était déjà intéressée, elle était déjà dedans. Donc c'était beaucoup plus facile pour moi. Donc pendant la semaine, je prépare notre activité. Je sélectionne des peintures, donc des portraits, avec des personnages de face et d'autres de profil. J'essaye autant que faire se peut d'utiliser l'art quand je fais des activités avec Éléonore. Ça permet de le désacraliser et de se dire, mais en fait, je ne vais pas à la rencontre de l'art uniquement quand je vais dans un musée 1 heure par mois, mais je peux aussi utiliser l'art pour venir susciter des émotions, discuter, questionner plein d'autres disciplines qui, a priori, ne sont pas artistiques. Et ça permet, encore une fois, de sortir l'art du musée et de le faire rentrer dans notre quotidien. Le week-end suivant, Éléonore et moi commençons notre activité. Donc je lui présente les portraits que j'avais sélectionnés et on commence à les commenter ensemble. Donc là, Éléonore me dit, quand elle voit un portrait de face, il y a 2 yeux, un nez entier, une bouche entière, alors que quand on voit un portrait de profil, il y a un seul œil, une moitié de nez et une moitié de bouche. Et là, elle me dit, mais dans le portrait de profil, on voit qu'un seul œil, mais le deuxième œil, il existe. J'ai trouvé ça extrêmement pertinent comme remarque de sa part, de la part d'une petite fille de 5 ans, et du coup, j'ai immédiatement rebondi dessus. Et là, je lui ai dit, mais donc, est-ce que ça veut dire que quelque chose qu'on ne voit pas existe quand même? Elle réfléchit, elle me dit, oui. Donc là, je lui dis, essaye de me donner des exemples de choses que tu ne vois pas, mais qui existent quand même. Elle a un petit peu de mal, etc. Donc j'essaye de l'orienter. Je dis, mais par exemple, dans la cuisine, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, il y a papa. Et papa, papa, il est dans la cuisine, je le vois pas, mais il existe quand même. Et là, elle avait enclenché le truc. Et on commence à dérouler. Et dans ma chambre, il y a mon lit, je le vois pas, mais il existe quand même. Et dans le salon, il y a le canapé, je ne le vois pas, mais il existe quand même. Et en fait, elle venait de comprendre ses premières notions d'abstraction. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. Et ça l'a marqué. Parce que le lendemain matin, je prenais mon petit déjeuner, elle est venue me voir et elle me dit, maman, tu es de profil, je ne vois qu'un seul de tes 2 yeux, mais je sais que l'autre existe. C'était super. Pourquoi est-ce que ça m'a paru intéressant de partager cette expérience aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. La première, c'est de montrer à quel point l'éducation est une somme de petites surprises, une somme de bonnes surprises. Qui aurait pu imaginer qu'une activité consistant à fabriquer des dinosaures en carton nous amènerait à une réflexion sur l'abstraction. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé, ça a été une excellente surprise. Et cette surprise, on l'a saisie au vol. Et c'est la deuxième idée que je voulais mettre en avant, l'idée de dire qu'il faut saisir les occasions. Si j'avais voulu proposer à Éléonore une activité ou une réflexion sur l'abstraction, sincèrement, je n'aurais jamais su comment m'y prendre. Et là, cette réflexion, finalement, elle est arrivée, elle s'est présentée sur un plateau d'argent. J'ai juste eu besoin de la saisir. Mais pour cela, et c'est la troisième idée qui me semble importante, pour cela, il faut laisser la place au processus et arrêter de se concentrer sur le résultat. Souvent, on donne beaucoup d'importance au résultat final, à ce qu'on est en train de produire, et on oublie de regarder le cheminement intellectuel qu'on est en train de parcourir. Et pourtant, c'est quand on regarde ce cheminement intellectuel qu'on voit ces petites occasions émerger et qu'on va pouvoir les saisir. C'est là où on va laisser de la place à l'inattendu. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté de suivre des tutos Pinterest. Sur Pinterest, les tutos, ils donnent un résultat qui est extrêmement esthétique, d'ailleurs qui a été fait par un adulte, donc c'est difficile pour un enfant d'arriver au même résultat. Mais on essaye, on est très concentré sur le résultat pour faire aussi joli que sur la photo.
Et du coup, on va suivre les étapes de manière extrêmement guidée. Tellement guidée qu'en fait, on oublie de regarder ce qu'on est en train de faire et d'analyser ce qui est en train de se passer. On suit juste l'étape jusqu'à arriver au résultat final qui doit être aussi parfait que sur la photo. Et ça, moi, je ne me reconnais pas dedans. Donc, j'ai arrêté cette manière de fonctionner, j'ai arrêté de faire des tutos Pinterest. Parce que je préfère justement me concentrer sur le cheminement intellectuel, sur le processus, sur ce qui est en train de se passer et sur l'inattendu. C'est exactement ce que j'entends quand je dis que finalement, éduquer, c'est faire en sorte que les choses se fassent par elles-mêmes. Alors, ça ne veut pas dire que l'éducateur est passif et qu'il attend qu'à un moment, par hasard, il y ait un événement qui vienne émerger. Ça veut au contraire dire que le rôle de l'éducateur consiste à créer des conditions favorables pour que l'apprentissage émerge. Et donc, c'est dans ces conditions qu'il va se passer quelque chose. C'est parce qu'on va proposer une activité qu'il y a une occasion qui va se présenter et qu'on va pouvoir la saisir. Et c'est là où les choses vont se faire par elles-mêmes. Et c'est ça qui est magique quand on est parent, c'est finalement qu'on n'a pas besoin de se concentrer sur une obligation de résultat. On n'a pas de programme à suivre, on ne se dit pas « tiens, dans 1 heure, il faut à tout prix que mon enfant ait compris les différents états de l'eau ou sache faire une soustraction à une retenue ». Finalement, on peut se laisser aller, on a un petit peu plus de marge de manœuvre. Et donc, on peut construire ensemble ce chemin avec le parent et l'enfant sans savoir exactement où est-ce qu'il va nous mener. Mais par contre, on peut être sûr de 2 choses. La première, c'est qu'on va arriver quelque part, qui va nous mener quelque part, ce chemin. Et la deuxième, c'est que finalement, peu importe où on arrive, l'enfant et l'adulte, les deux, vont en sortir grandis, ils auront appris quelque chose ensemble.